Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, et aujourd'hui on se retrouve afin, je vais pas dire enfin parce que je ne pensais pas le faire, ce n'était pas dans mon calendrier de vidéos, mais je me suis dit quand même, avec tout ce qu'on a eu ce printemps 2022, c'était important pour moi de faire un petit bilan des séries qui sont sorties parce qu'il y a eu de bonnes surprises, d'excellentes surprises, de très très bonnes séries, et bien sûr, c'est le cas, et on va être obligé d'en parler, d'énormes déceptions, des petites piques comme ça à droite à gauche sur certains épisodes de certaines séries qui n'étaient pas forcément bons, mais heureusement sur le final ça s'est rattrapé. De toute façon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir certaines petites piques que j'ai lancées concernant certaines séries. Je vais pouvoir y revenir. Tout ça dans cette petite vidéo aujourd'hui. De quelle série on va parler aujourd'hui? On va pas faire 30 000 ans sur chacune des séries, on va en parler très rapidement, parce que j'aimerais vraiment rester concentré sur les séries que j'ai mis en miniature, en l'occurrence Tate no Yusha saison 2 et Komi-san saison 2, parce que j'ai des choses à dire très positives et à la fois très mauvaises sur ces deux séries-là. On va pouvoir passer très rapidement sur les autres séries. Alors, on va pouvoir traiter de la première que je vous ai fait en live reaction. Dernier épisode est sorti cette semaine, voilà, lundi, votre live reaction est sorti. Il s'agit de Spy Family. Ouais, Spy Family. Alors, Spy Family, une surprise parmi l'une des plus belles que j'ai vécues de l'année. Franchement, ça a été une excellente surprise, un excellent visionnage de A à Z. Tout a été bien. Je me suis jamais ennuyé devant Spy Family. Le concept même de l'espionnage, puis de cette fameuse opération Strix qui oblige Lloyd Fogger, alias Tassogare Twilight, qui l'oblige à créer cette espèce de fausse famille composée d'un assassin et d'une esper, donc qui est capable de lire dans les pensées, hein. Donc notre petite Anya, qui a été clairement, on peut le dire, la mascotte du printemps, parce que la saison d'avant, on savait tous que c'est des Boji, hein, de Ranking of Kings. Bon, Anya l'a littéralement fait dégager très très loin parmi les mascottes de l'année 2022. C'était une excellente série, les gars, on s'est pas ennuyé une seule seconde, et j'ai hâte de vous retrouver en octobre pour la suite. Deuxième petite série, c'était une de celles que je pensais qu'elle ne serait pas licenciée, parce que Crunchyroll a mis très longtemps avant de donner son veto sur le line-up complet de l'été, du printemps, pardon, et c'est le cas encore en été, où il y a encore 6 séries qui n'ont pas encore été annoncées, et finalement, à mon grand étonnement, elle a été licenciée. Il s'agit d'Araen-san wa Akarenai, une petite rom-com très classique, très cliché, mais qui ne m'a pas déçu. Franchement, les situations pouvaient paraître très linéaires, très redondantes tout au long du visionnage, surtout avec le personnage de Raido, qui ne fait que penser tout le temps la même chose. Voilà, à chaque fois il pense qu'Araen est très forte sur certains domaines, donc en fait les gags sont très souvent recyclés, donc on retrouve très souvent le même truc. Les personnages, ça tourne autour de, allez, en gros, vraiment en maxi, la série doit tourner autour de 4-5 personnages grand maximum, si on enlève les deux sœurs d'Araen-san, de Reina pour être plus précise, hein, parce que c'est son prénom. Mais à mon grand étonnement, quand il y a eu l'épisode 11 qui est sorti, ou l'épisode 10, l'épisode où ils s'annoncent qu'ils s'aiment en fait, hein. Et il a fallu attendre l'épisode 11 et 12, donc le final de la saison, pour savoir si ils étaient en couple ou pas. Mais c'est l'une des rom-coms qui a été le plus vite de toutes celles que j'ai vues pour l'officialisation d'un couple. Tout est bien qui finit bien, clap de fin, on peut fermer les rideaux, tout est bien. Franchement, superbe, même si, encore une fois, comme je l'ai dit, les gags étaient assez redondants sur le long terme. Mais comme moi, perso, ça ne m'a pas dérangé, j'ai pas pris en compte ce que j'ai vu autour de moi, parce que de toute manière, parmi les proches, et parmi tous ceux que j'ai regardés, enfin, parmi tous ceux que je connais, je crois que j'ai été l'un des seuls à regarder Araen-san, sauf avec Kaiklo, où on en parlait bien sûr sur Twitter, mais ça c'est autre chose, voilà, c'est Kaiklo. Troisième série, alors là, on va pouvoir mettre un gros coup de poing sur la table, à cause de Sentai, hein. Hashtag Danmachi4 et Made in Abyss qui risque de ne pas être licencié chez nous à cause de ça. Paris Picomay qui n'a pas été licencié chez nous à cause de Sentai, qui a pris la licence Monde, mais heureusement que nous avons eu une team de Scantrat qui s'en est occupée pour Paris Picomay. Une série mais absolument génialissime. Franchement, PA Works a fait une série de malades. C'était incroyable. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, et au contraire,
j'avais envie de voir chacun des épisodes à chaque fois que je regardais. J'ai regardé plus tardivement Paris Picome, il faut savoir que j'ai regardé la série à partir du moment où il y avait l'épisode 8 ou 9, et j'ai tout rattrapé d'un seul trait. J'ai tout rattrapé d'un seul trait, et arrivé à l'épisode 9, j'ai attendu le 10, j'ai attendu le 11, j'ai attendu le 12, et puis là, c'était la concrétisation, c'était magique, c'était oufissime. Niveau qualité de production, c'était insane, il n'y a pas eu une seule baisse de qualité. Fireworks a fait un boulot de malade mental, c'était génialissime en termes de mise en scène, en termes de direction artistique, les musiques étaient cool parce que c'est une série de musique, même si ça parle plus de réincarnation, hein. Paris Picome, qui est un ancien général chinois réincarné au Japon, oui c'est complètement loufoque, mais on s'en fout parce que c'est génial, et il va rencontrer une jeune femme, Eiko, voilà, Eiko, excusez-moi, je l'ai vu en direct. Eiko, qui est une jeune chanteuse qui veut marcher, qui veut pouvoir se lancer dans la musique, et il va devenir ce qu'il appelle son tacticien, mais en réalité c'est son chargé de production, quoi. Il va l'aider à grandir dans la musique, à se faire un nom, à l'aide de plein de stratagèmes liés justement à sa vie passée. Donc en gros, on va avoir plein de stratagèmes liés à ce qu'il a fait en tant que stratège militaire au sein de l'armée chinoise, dans un lointain passé, puisque je vous rappelle qu'il a été réincarné, et tout ça va se refléter, mais à notre époque. Donc il va utiliser ces mêmes stratagèmes, mais pour permettre à Eiko de se faire connaître, et chacune des stratégies qu'il va mettre en place est tout simplement fantastique. C'est génialissime. Tout est inattendu. On peut pas s'attendre à la finalité d'une tactique qui est mise en place, parce que tout est expliqué seulement à la fin. Et au début des épisodes, on nous raconte ce qui s'est passé dans l'épisode précédent sous forme de fresques dessinées à l'encre de Chine, avec les personnages dessinés à l'encre de Chine qui nous reflètent ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. J'ai trouvé ça parfait et génial, incroyablissime, voilà. Et tout le monde, de toute manière, tout le monde en a déjà parlé de Paris Picome, donc j'ai pas besoin de revenir sur chacun des persos, sur les groupes ou sur les persos comme sur Eiko ou Kome, qui sont tout simplement géniales. C'est des persos géniaux, franchement. À l'instar de Spy Family, où j'ai trouvé des personnages très touchants, Paris Picome a des personnages qui, franchement, n'ont pas à rougir. En termes de personnalité, en termes de background ou quoi, ils n'ont pas du tout à rougir par rapport à des séries qui ont extrêmement bien marché comme Spy Family. Franchement, non. Ils n'ont pas à rougir du tout. Mais alors pas du tout. Soyons sérieux. Quatrième série, je crois, déjà, ouais. Quatrième série qui, pour le coup, ne sera pas totalement terminée, parce qu'il aura manqué le 13e épisode, que je n'aurais pas encore vu. Mais l'épisode 13 sera bel et bien sorti au moment de cette vidéo. Mais j'aurais pas vu. Il s'agit d'une petite série qui s'appelle Kunoichi Tsubaki no Mune no Ichi. Il s'agit, et pour la petite blague, enfin juste pour l'info, parce que c'est important, c'est très très important de le noter. Cet animé, adaptation du manga de l'auteur Yamamoto Soichiro. Si vous ne connaissez pas cet auteur, il s'agit de l'auteur de Karakai Jozu no Takagi-san. Et encore plus marrant, la saison qui arrive là, la saison d'été qui commence, Soichiro va avoir une autre de ses œuvres adaptées en animé. Cette œuvre, vous la connaissez forcément de nom, il s'agit de Soledemo Ayumu. Le mec a littéralement 3 de ses œuvres adaptées en animé la même année. Est-ce que c'est pas de la full chatte? Cet homme a une chatte de malade mental. Il a eu Takagi-san avec sa 3e saison, le film Heiga Takagi-san sorti, ou tout juste sorti au moment où cette vidéo sortira. Je crois qu'il sort soit le 30 juin, soit le 1er juillet. Je peux me tromper, je crois que j'ai plus la date exacte du film. Kunoichi Tsubaki, qui est un de ses mangas, qui a été adapté du coup cette année et ce printemps par Cloverworks, qui a fait une très 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 bonne adaptation, très jolie, très colorée, même si l'histoire est très 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 bateau, hein. On parle quand même de jeune fille kunoichi, hein. Voilà, vous avez compris ce que c'est une kunoichi, c'est l'équivalent des ninjas mais pour les femmes, hein. Et on suit le clan Akane, donc qui est un clan de kunoichi, exclusivement de femmes, qui en fait sont coupées de tout le reste du monde. Donc en fait elles n'ont jamais connu les hommes, et les hommes pour elles sont des gens pas fréquentables. Il ne faut jamais croiser des hommes parce que les hommes sont des gens méchants, sont des gens qui risquent de les tuer, hein, clairement, voilà. Et en réalité, vous avez compris que ce n'est pas le cas, hein, de toute façon, et que notre protagoniste, donc Tsubaki, en l'occurrence, qui fait partie d'une des différentes équipes et un des multiples personnages, parce qu'il y en a une chier
de personnages dans Kunoichi Tsubaki. Vous avez tous les différentes équipes, l'équipe chien, l'équipe cochon, l'équipe lièvre, qui sont les différentes équipes que compose le clan Akane. Et Tsubaki, un soir, va croiser ce qui semble être, en tout cas, un homme. Et c'est à ce moment-là qu'elle va, sans s'en rendre compte, hein, même si c'est très subtil, c'est très fleur bleue, quoi. Et elle va tomber tout simplement amoureuse. Hein, voilà. Elle va vouloir en savoir plus sur les hommes. Mais bon, on s'en doute bien. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que je ne lis pas le manga. Ce n'est pas licencié chez nous en France. Mais on se doute à 99% qu'elle ne croisera jamais d'homme. Hein, et elle n'en rencontrera probablement jamais. Hein. Mais le fantasme de vouloir rencontrer un homme joue sur le personnage, joue sur sa façon d'être, sur le fait qu'elle rougit quand elle entend le mot homme, ou quand t'as les jeunes filles du village qui, en rigolant, disent ouais, les hommes c'est des gens crasseux, j'ai entendu dire que ils ont plein de poils sur les jambes, machin. Et c'est drôle parce que du coup Tsubaki écoute de loin, tend l'oreille et écoute ce qu'on lui dit, et quand on parle d'homme, elle rougit, elle veut en savoir plus parce qu'il y a d'autres personnages qui arrivent un peu plus loin dans la série, qui en savent plus sur les hommes. Après je peux pas trop en dire, je vais pas spoiler. Mais bon, c'est très fleur bleue, mais c'est très coloré, c'est très réussi. Les différents personnages sont assez drôles, notamment les membres de son équipe. Elle est la chef de l'équipe chien, je crois. Mais dans son groupe, il y a les jeunes plutôt, Asagao et Sazanka, qui sont très drôles comme personnages. Et bon, plus tard, on aura un autre perso qui rejoint la team, mais je peux pas le dire, voilà, parce que sinon ça serait pas drôle. Mais une série très mignonne. Et franchement, je vous la recommande parce que c'est une œuvre de Soichiro Yamamoto. Si vous avez aimé Takagi-san, vous aimerez, je pense, Tsubaki, parce que c'est très fidèle en plus au trait de l'auteur. Donc il y a Soredemo Ayumu qui arrive derrière. Donc voilà, tout s'enchaîne. Hein. En hiver, il y a eu Takagi. Au printemps, il y aura eu Tsubaki. Et en été, il y aura eu Soredemo Ayumu. Et on est tous dans la continuité. Donc c'est parfait pour enchaîner, quoi. Je ne l'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, de toute manière, je pense qu'il fallait que je le garde pour un peu après, parce que c'était, je pense, avec Spy Family, l'une des meilleures séries du printemps. C'est inné, c'était déjà prévisible dès le départ. Bien sûr, c'est Kaguya-sama saison 3. Hein, voilà, Kaguya-sama saison 3. Une saison absolument parfaite sur tous les points, de A à Z. A1 Pictures a encore fait cette année quelque chose de magnifique. Ils vont revenir cet été avec de nouvelles séries, mais Kaguya-sama est une réussite. Même le mot réussite n'est pas suffisant pour parler de cette série, tellement elle était nickel, quoi. Que ce soit en termes de production, que ce soit en termes de direction artistique, c'était toujours optimal. La conclusion. Moi personnellement, la conclusion, c'est pas forcément ce que j'attendais, parce que vous savez que l'œuvre aime bien traîner sur ce genre de duel. Hein, c'est le but, hein, c'est une comédie romantique. Mais pour le coup, je peux vous dire que j'ai été comblé par le final de cette saison, qui était absolument parfait, qui était pour moi en tout cas l'un des plus inattendus de cette saison. Parce que contrairement à un Spy Family qui finissait comme il a fini, hein, voilà, où j'ai aucune attente, pour Kaguya-sama j'avais une énorme attente. Je m'attendais pas à cette conclusion, et ça m'a conforté dans l'idée que cette série est sûrement l'une des meilleures comédies romantiques que j'ai jamais vues de toute ma vie. Bravo, vraiment bravo, j'ai pas d'autres mots. Je pourrais y passer 8 ans sur Kaguya-sama, mais comme j'ai les deux autres séries qui suivent, dont je vais traiter, je peux pas dédier 50 minutes à Kaguya-sama. Je ne peux pas, parce que sinon je pourrais en faire une vidéo entière à lui tout seul. Voilà. Maintenant les gars, on va pouvoir parler des deux séries qui fâchent, enfin, l'une d'entre elles plutôt fâche plus que l'autre, parce que pour le coup, celle que par laquelle je vais commencer, ce sera plus simple. Je vais commencer par Komi-san, Komushio Desu, saison 2. Enfin, c'est très compliqué d'appeler ça saison 2. je vais reformuler un petit peu. Elle est sortie 4 mois après la fin de la première saison. Très compliqué d'appeler ça une saison 2 quand ça sort 4 mois après. Mais elle avait les biens officiellement chez Netflix, parce que diffusé chez Netflix, ça joue aussi. Hein. Voilà, on va en parler. OLM a fait du bon boulot dans l'ensemble. Du très bon boulot même, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que je me suis permis, à un moment donné, quand il y a eu un épisode qui est sorti, plus précisément le 10e épisode, hein, c'est vraiment très important de le noter, le 10e, vraiment en particulier le 10e. Quand il est sorti,
Et j'ai pas été le seul pour le coup, parce que quand j'en ai parlé sur Twitter, en mode l'épisode 10 c'était pas beau, était moche en termes d'animation, même les backgrounds étaient pas jolis et tout. Et bon, bah, j'ai rien contre toi Jojo, hein, si tu vois cette vidéo, je reprends juste les termes. Hein. On m'a signifié en mode, enfin on m'a indiqué en mode, vous êtes un peu, je vous trouve un peu dur envers la série, l'épisode était globalement beau, c'était bien animé et tout. Mais en sachant que je ne m'étais jamais, mais alors jamais, hein, c'est vraiment le terme, jamais plaint concernant Komi-san. Au contraire, j'avais trouvé la saison 1 parfaite, de A à Z, vraiment, P-A-R-F-I-A-T, parfaite, tout le long, voilà. Et cette saison 2 l'était jusqu'à l'épisode 10. Heureusement, voilà, et je préfère rebondir, heureusement que le 11 était un peu mieux, mais il y a eu 2-3 trucs qui m'ont vraiment... Mais c'est visible, hein, les gars, c'est pas juste j'ai cherché la petite bête, c'est visible, il y a eu 2-3 cuts qui étaient vraiment pas beaux, on sent qu'il y a eu de la Second K Animation, ou bien de l'in-between animation qui était sous-traité. Je pense que l'épisode 10 en globalité était sous-traité, ce qui justifie pourquoi il était si moche. Et l'épisode 12, par contre, le final de la saison était parfait, mais parfait à tous les niveaux. Vraiment, j'ai enfin revu du Komi-san. Parce que depuis l'épisode 10, je n'avais plus du Komi-san en face des yeux. Et pas d'annonce de saison 3. Donc, j'ai revu un épisode parfait, sans avoir de suite derrière. Donc, ça me crispe de savoir que cette saison s'est si bien finie, mais sans avoir d'annonce de suite derrière. Et je préfère ça. Pourquoi? Parce que quand tu vois que la saison 2, vraiment, je me permets de le mettre entre guillemets, parce que tu ne peux pas légalement appeler ça une saison 2 quand ça sort 4 mois après la première. Ce n'est pas logique. La saison 2, la saison 1, pardon, je crois qu'elle a fini en octobre, novembre. Je sais plus exactement quand est-ce que... Non, elle a fini en décembre, la première saison. Je vais regarder en direct pour éviter de vous dire n'importe quoi. Hein. Mais la première saison, elle a fini très exactement le 22 décembre. Et elle est sortie quand, la deuxième saison? Elle est sortie le 6 avril. Ça fait moins de 4 mois. Moins de 4 mois après. Bah ouais, chez moi, 22 décembre, 6 avril, ça fait pas 4 mois. Ça fait 3 mois et des bananes. Donc, estampiller sa saison 2, quand ta suite sort moins de 4 mois après, il allait forcément y avoir Anguille sous roche. Heureusement, la production, elle tenait par un fil. Je sais pas comment ça se fait qu'elle a pu tenir aussi longtemps. Le 10, ils ont craqué complètement. Je pense qu'ils avaient carrément pas le temps de le finir. Ils l'ont jeté à un studio étranger. Le 11, ils ont sous-traité une partie. Et le 12, ils se sont dit, les gars, il faut forcément qu'on termine correctement notre saison. Faut pas qu'on foire notre fin de saison. Surtout qu'il y a des persos qui sont teasés à la toute fin de la série. Fallait pas qu'on foire. Pour tout le monde, pour tous ceux qui ont travaillé sur cette série, leur claquer les doigts parce que le calendrier n'a pas été facile. Diffuser ça sur Netflix a été aussi très, mais alors très limite. Parce que Netflix, on sait que plus ça va, et moins ils sont conciliants envers les studios, envers les productions japonaises. Ça devient du grand n'importe quoi. Et bravo à tout le staff qui a bossé sur cette série, parce que malgré le 10 qui était moche, le 11 qui était discutable, mais ça allait vraiment sur la globalité. 90% de l'épisode était bien, et le 12 était parfait. Donc bravo. Et la dernière, pour terminer, parce que celle-ci... c'est le plus gros morceau, même si j'ai été très long hein, dans cette vidéo, on est à plus de 20 minutes. Là par contre on a un gros morceau. Tatenuyusha no Nariagari, saison 2. Tatenuyusha, Rising of the Shield Hero, saison 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tant en tant que scénario, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de rythme, que ce soit en termes de direction artistique, tout. Il y avait tout qui n'allait pas dans cette série. Est-ce qu'on peut, très honnêtement, dire que Kinema Citrus a travaillé sur cette série? Ça serait malhonnête de dire que oui. Honnêtement, vu la qualité de cette saison 2, ça serait très malhonnête de dire que Kinema Citrus n'a ne serait-ce que zioté cette série. C'est impossible. C'est tout simplement impossible qu'un seul membre de la saison 1 ou de qui vous voulez de Kinema Citrus ait travaillé sur cette série. C'est impossible, les gars. Quand tu sais que la série devait sortir en octobre 2021 sans, il y a quelques mois avant, ne proposer aucune image, des trailers mais très furtifs, très minimes, très discrets, sans aucune image de la série, d'un seul coup, à je crois un mois à peine de la diffusion, repousser cette série,
au printemps 2022. Ne montrer que très peu d'images de cette série, la sortir et te foirer comme tu t'es foiré. Soyons sérieux les gars, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé là. Il y a vraiment quelque chose qui s'est pas bien passé. Dans l'épisode où Raftalia a besoin d'un fourreau pour son épée. Épée où elle est devenue, je vous rappelle, hein, l'héroïne à l'épée. Hein. Épée dont elle ne peut pas se séparer, elle ne peut pas la lâcher des mains, elle ne peut pas, elle est collée à lui, elle est collée à elle. Hein, juste pour rappeler, l'épée est collée à elle, elle ne peut pas. Voilà, en fait, c'est comme si elle était attractée par l'épée. Elle ne peut strictement pas la lâcher. C'est impossible pour elle. Elle le dit, c'est comme une partie d'elle-même. Elle peut plus la lâcher. Comment tu justifies que 3 secondes après, quand elle précise qu'elle a besoin d'un fourreau, elle donne l'épée au forgeron, alors que dans l'épisode précédent, elle dit qu'elle peut pas la lâcher? Voilà, on en est à ce point-là en fait. On en est à ce point-là où même le scénario, même les scénaristes n'en avaient plus rien à foutre. C'est grave, c'est très très grave. Déjà en termes de rythme, et pour vraiment revenir sur le début de la série, j'ai pu constater, d'après les nombreux retours sur la série, que l'arc sur la tortue, hein, j'ai plus le nom parce que j'en ai tout simplement rien à foutre, hein, la tortue était tout simplement foirée, 90% des éléments avaient été skippés parce que on en a rien à foutre, hein, voilà. On avait vu dès le départ qu'il y avait un problème au niveau qualité, on voyait que c'était très brouillon en termes d'animation, je sais pas, il y en avait pas en fait. Hein. La 3D était tout simplement dégueu. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si le studio NJ qui s'occupait de la 3D, je sais même pas si c'est eux qui ont travaillé sur la première saison. Sur la première, c'était très discutable. Franchement, c'était plutôt bien. Mais sur cette saison 2, ils ont foiré en beauté, ou devrais-je dire en mocheté, sur cette 3D. Hein. Ça n'allait pas du tout. Hein. Alors, scénaristiquement, comme je le précisais à l'instant, tout a été platonné à une vitesse x 1000. On ne comprend rien. On ne sait pas pourquoi ça se passe. Mais que ce soit le sauvetage de Raftalia, le sauvetage de Philo, tout va 10 000 fois trop vite. Il n'y a aucune tension dans cette série. Aucune. Les méchants sont méchants sans aucune explication. Kyo, qui est le perso le plus méchant de la série, donc en l'occurrence le prota, hein, l'antagoniste pardon, de cette saison 2. Le gars, on ne sait pas pourquoi il fait ça, enfin on l'apprend à la fin, mais c'est tellement dérisoire, on en a tellement plus rien à foutre, on a juste envie de finir l'épisode que il est méchant, mais parce qu'il est méchant. Pourquoi hein on nous déballe son background en l'espace de 30 secondes dans un flashback en mode Kyo était gentil avant quand il était petit, mais je ne sais pas pourquoi maintenant il est méchant. Mais on s'en branle putain. Quand t'as déjà foiré 11 épisodes, qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant que tu nous racontes son background? Finissez cette saison, qu'on puisse enfin respirer, parce que ça n'allait plus. Il y avait rien qui allait quoi. Sérieusement. Hein Raftalia qui devient l'héroïne à l'épée, en 30 secondes, enfin 10 secondes. J'ai compté 10 secondes. Hein. Elle va dans le temple. Elle prend elle se fait habiller. Elle se fait mettre à Walp. Habillée avec la tenue spéciale de l'héroïne à l'épée. Donc en l'occurrence, une tenue qu'elle aurait pu garder, mais qui disparaît comme par magie quand elle revient dans leur monde à la fin de l'épisode 12. Pourquoi? Va te faire foutre. Voilà, va te faire foutre. Donc elle garde pas cette tenue. Et quand le mec qui devait soi-disant récupérer l'épée, niveau cohérence on est mort, hein, reprenez l'épée qu'elle m'a volée, mais elle est devenue héroïne à l'épée, elle peut pas la lâcher. Comment tu veux lui reprendre l'épée? Va te faire foutre 3 fois. Et comme par magie, sans aucune logique ni explication, elle est capable d'utiliser toutes les techniques que lui procure son épée en fait. Hein. Donc d'utiliser tout le pouvoir, le plein potentiel de son épée, sans qu'elle n'ait jamais eu à s'entraîner pour utiliser ces techniques. Et il me semble que j'ai cru voir, en plus de ça, et c'est encore plus grave que dans l'œuvre originale, donc en l'occurrence je crois le light novel, parce que Tate no Yusha est un light novel à l'origine, que c'est elle qui vient sauver Naofumi et pas l'inverse. Alors qu'à la fin de l'épisode, Naofumi apparaît de nulle part, sans aucune explication, sans savoir comment il est arrivé là, et sauve Raftalia, enfin sauve. Il la prend dans ses bras et fin de l'épisode. Comment tu veux justifier que ta série a eu 6 mois de retard après ça? Comment et qu'est-ce qui s'est passé pendant 6 mois en fait, quand ta série a été repoussée? T'as repoussé ta série de 6 mois, mais qu'est-ce que t'as fait pendant 6 mois? Tu peux pas me dire que t'as clairement que t'as fini ta série correctement. Impossible. Impossible. Il y a eu des gros problèmes de prod chez Kinema Citrus ou chez Dr Movie. Hein. Parce que là, franchement, si je devais estampiller cette série, je ne parlerais pas
de Kinema Citrus. C'est impossible que Kinema Citrus... Si ça avait été que Kinema Citrus, là, ça aurait été dramatique. Mais comme ce n'est pas que Kinema Citrus qui a travaillé sur cette série, je veux bien leur adresser des petites excuses. Franchement, on peut leur accorder quelques petites excuses parce que Kinema Citrus, ils n'auraient jamais, mais alors jamais livré une série d'une telle qualité. Impossible. Il est quasi sûr et certain que la quasi-totalité de la série a été sous-traitée chez Dr. Movie. Dr. Movie, c'est un studio coréen. Un studio coréen du Sud. Ils ont travaillé sur une série en 2016 et ils n'étaient même pas le studio principal de cette série. C'était une série d'OAV en 2016. Et c'est la seule série sur laquelle ils ont travaillé. Donc il est quasi sûr qu'en fait toute la série a été sous-traitée en Corée. Soyons honnêtes. Parce que quand tu vois la qualité de la prod, c'est impossible que cette série ait été animée par des Japonais. Impossible les gars. Impossible. Quand tu sais qu'Enji a fait aussi la 3D, tu comprends qu'il n'y avait rien qui allait dans cette prod. On s'est un gros molar dans la gueule qu'on s'est pris. Alors, dans les problèmes de scénario, il y a des gens qui ont dit, et ce sera pour terminer, pour le coup, parce que là, j'ai été très très méchant vers la série, et je continue à m'acharner beaucoup trop longtemps dessus. Niveau scénario, il y avait des gens déjà qui se plaignaient de la saison 1, qui allait déjà trop vite. Mais là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Je n'ai rien dit jusqu'à l'épisode 11. Et quand j'ai vu le 11, j'ai craqué. Quand j'ai vu le 11, j'ai craqué ma pipe. Là, j'ai fait, non, non, les gars. Non, là, vous vous foutez de notre gueule, là. Déjà qu'avant, c'était déjà pas beau. Scénaristiquement, c'était déjà une flèche lancée à 10 000 km en mode « On n'a pas le temps, il faut qu'on skip tout le scénar !» Là, on va d'un point à un point B, on adapte 8 tomes en l'espace de 12 épisodes. Comment tu justifies que tu adaptes 8 tomes en 12 épisodes? Impossible. C'est tout simplement impossible. Il n'y a aucune logique dans les actions des personnages. Toutes les problématiques se résolvent en 30 secondes. Les persos obtiennent des power-ups, mais peuvent les utiliser sans aucune explication ni aucun entraînement. On se retrouve dans des endroits en 30 secondes, les persos apparaissent comme par magie dans certains endroits, mais tu sais pas pourquoi ils sont là. Mais ils sont là parce que pour les besoins du scénario et parce qu'on a besoin d'aller plus vite. Donc on téléporte les personnages dans cet endroit-là et cherche pas de logique parce qu'il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Un foirage en beauté qu'on va vite oublier, qu'on va mettre au placard. On va tout simplement dire et avouer que cette série n'a jamais existé et qu'ils ont intérêt, et je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que oui, n'oublions pas qu'il y a une saison 3 de Tate no Yusha en préparation. On aurait pu s'arrêter là et oublier Tate no Yusha, mais là c'est trop tard. Il y a une saison 3 déjà en prépa. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Il y a des séries au printemps que j'ai pas pu voir à cause du manque de temps et du fait qu'il y avait des séries qui m'intéressaient pas. J'avais commencé notamment Vampire in the Garden. J'ai regardé le premier épisode qui était sorti sur Netflix, une petite série qui dure 5 épisodes. J'ai regardé le premier, j'ai pas été du tout conquis par le synopsis ou par l'ambiance du truc. J'ai pas du tout accroché, donc j'ai vu le premier mais sans regarder les autres. Et il y a des séries que j'ai tout simplement pas commencé, comme un certain Kako no Inasuke. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo très très longue, très très chiante. J'aurai probablement au montage réduit pas mal de choses. Donc là, au compteur, elle fait 35 minutes, mais je pense qu'elle aura fait beaucoup moins. Voilà, au total. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas de m'avoir écouté, et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.